Je suis Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia. Nous venons de publier l'album des bobards, 10 ans de mensonges des médias, parce que nous estimons qu'en France, nous n'avons pas affaire, s'agissant des principaux médias, à des médias d'information, mais à des médias de désinformation et à des médias de propagande. Jean-Yves Le Gallou, ça fait donc une décennie que Polémia agit. Quel est le bilan, d'une certaine manière, de ces 10 ans de bobard d'or? Quel est le bobard de l'or le plus pur? Alors le bobard de l'or le plus pur, je crois que c'est le bobard Merah, le terroriste islamiste de Toulouse, qui avait été présenté par les grands médias, le TF1, France 2, comme blond aux yeux bleus et probablement d'extrême droite. Sachant qu'on ne connaissait de la personne pas grand-chose à l'époque, puisqu'il avait opéré avec un casque de moto à visière. Mais on avait quand même clairement indiqué que ça ne pouvait venir que d'un blond aux yeux bleus et d'extrême droite. C'est un assez joli bobard. Donc vous dites que le pire des bobards, ou en tout cas le plus pur des bobards d'or, c'est celui de Mohamed Merah, mais vraiment davantage que par exemple l'affaire Louaka ou d'autres plus récents ou plus anciens? C'est un bobard à l'état pur, puisqu'on n'a pas d'éléments d'information, mais on relaie, et tous les médias relaient, des éléments d'intoxication. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une intoxication politico-policière que les médias ont relayée, alors que une simple analyse critique des images qu'on voyait devait conduire, non, on ne peut pas dire ça, on ne sait pas s'il est blond, s'il est brun, s'il a les yeux bleus, s'il a les yeux noirs, puisqu'il est caché par un casque de moto. Eh bien, ça a été repris quand même. Et encore une fois, ça a été repris, le canard enchaîné, Mohamed Merah sans le nazi, TF1, France 2, à 20h, pas non plus à une heure où tout le monde est couché, quoi. C'est un événement particulièrement grave. En fait, votre travail avec les bobards d'or, avec Polémia, c'est de cibler donc des éléments de désinformation, mais plus généralement, vous parvenez à une critique médiatique, du système médiatique, entre guillemets, en tout cas selon vos termes. Comment la manipulation, selon vous, se met en place? Eh bien, elle se met en place de manière collective. C'est-à-dire, au fond, les grands médias, ce qu'on appelle les grands médias de grand chemin, ne cherchent pas à distinguer le vrai du faux. Ils cherchent à distinguer le bien du mal. Et donc, il y a le camp du bien d'un côté, quel que soit le sujet, le camp du mal de l'autre. Le camp du bien, c'est les adversaires d'Assad en politique internationale, c'est les adversaires de la Russie. Le camp du bien, sur le territoire français, ce sont les immigrés, ce sont les associations qui leur sont favorables, ce sont le lobby LGBT, ça c'est le camp du bien. Et à partir du moment où le camp du bien dit quelque chose, ou quelque chose va dans le camp du bien, va dans le sens du camp du bien, eh bien au fond, tout esprit critique est aboli et tout le monde s'engouffre, aussi par effet de mimétisme, dans la même direction, et sans esprit critique. Donc vous accusez les médias de manichéisme, mais alors ne rentrez-vous pas dans leur jeu en reproduisant justement cette attention sur leurs pires défauts et non pas sur ce qui peut se faire de bien dans la sphère médiatique? Alors, dans l'émission Immédiat que je fais sur TV Liberté, nous donnons de temps en temps un petit coup de chapeau à ceux qui vont dans le bon sens. C'est très rare, c'est très rare. Donc nous savons aussi saluer ce qui va dans le bon sens. Mais je crois que ce qui est important, dans le système politique français, les médias, c'est l'appareil de propagande. Et donc, on ne peut pas espérer changer en quoi que ce soit la politique française si on ne démasque pas, on ne décrypte pas les médias de propagande. Et l'action des bobards d'or, l'action de Polémia de manière plus générale, c'est une action, oui, j'assume tout à fait, de décrédibilisation des médias. Comment? Eh bien, en montrant leurs mensonges par occultation, ou leurs mensonges par invention, ou leurs mensonges par désinformation. Alors vous utilisez le concept ou le terme de propagande, je pense que c'est central et c'est très important. N'y a-t-il pas quand même un anachronisme avec ce concept, puisque c'est ce qui était utilisé par les États totalitaires au XXe siècle, et nous sommes au XXIe siècle, un siècle plus tard, et il n'y a plus d'État totalitaire. Alors, peut-on encore parler de propagande? Il y a un système totalitaire, et je vous dirais d'ailleurs que les États totalitaires en question avaient des moyens de propagande moins puissants que les moyens de propagande actuels, où vous avez déjà 2% du budget du produit intérieur pour la publicité, c'est ce que vous citez dans votre... et donc et plus les dépenses de communication de l'État, des collectivités locales, etc. Je pense que les États totalitaires du XXe siècle n'avaient pas autant de moyens. D'ailleurs, quand on dit que la propagande, ce sont les États totalitaires du XXe siècle, c'est vrai, sauf que la propagande, le terme propaganda,
est antérieur à ces États totalitaires. C'est américain à l'origine, c'est un neveu de Freund qui a écrit Propaganda dans les années 20 en théorisant ce qu'il avait commencé à faire avant la guerre de 1914 au service des grandes entreprises et au service du gouvernement américain. Donc la propagande, c'est pas exclusivement Hitler et Staline, c'est aussi tout l'appareil de relations publiques des États-Unis d'Amérique, et cela dès la fin du XIXe siècle. Donc ça s'inscrit dans la longue durée. Vous parlez donc d'Édouard Bernays, le neveu de Freud, l'auteur de Propaganda. Peut-on briser alors le système médiatique ou le système de propagande que vous décrivez ? On peut lui faire perdre une partie de son crédit. Je pense qu'il reste puissant parce que les gens regardent, les gens sont influencés, même s'ils savent que c'est faux. Mais je pense qu'on peut lui faire perdre son crédit. Et je dois dire que de ce point de vue-là, moi je suis assez satisfait de voir que dans le dernier sondage d'opinion sur la confiance dans les médias, ils sont tombés à 23%, alors qu'ils étaient à 33% il y a encore 2 ou 3 ans. Donc la confiance dans les médias diminue, et je crois que c'est un élément absolument essentiel pour rétablir un minimum de liberté politique en France. Alors 10 points en 2-3 ans, dites-vous, y a-t-il eu un déclic en fait depuis 3 ans ? Je crois vraiment que c'est une accumulation, si vous voulez. Et l'accumulation de grandes affaires finit par conduire les gens à se poser des questions. Il y a eu l'affaire Luaka, il y a eu l'affaire Mera, c'est ces grandes affaires-là qui comptent. Et puis, il y a le fait, de manière plus générale, c'est que les gens voient très bien qu'il y a une différence entre ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils regardent dans les grands médias et ce qu'ils voient dans la rue, ce qu'ils voient autour de chez eux. Il y a un moment, une certaine distorsion, quoi. Alors bobard, Jean-Yves Le Gallou, c'est une expression très française, franchouillard, dirait d'ailleurs vos adversaires. Franchouillard assumé, très bien. Par contre, quelque chose qui est souvent ignoré du grand public, c'est que vous avez été jusqu'à influencer Donald Trump. Alors, effectivement, nous avons eu le contact lors d'une cérémonie des Bobards d'Or avec le représentant de Breitbart à Londres, à M. Kassim. Il nous a dit « c'est une idée formidable, je vais la transposer aux États-Unis et je vais proposer aux Américains de la reprendre ». Et ça a tellement bien réussi que Donald Trump a fait ses Fake News Awards, qui sont exactement un petit peu le décalque des Bobards d'Or, sauf que c'est le président des États-Unis lui-même qui est arrivé et qui a exposé quels étaient les 10 lauréats de l'année. Je crois que la bataille contre les bobards médiatiques, elle est transfrontière. La transfrontière, elle peut concerner les États-Unis de Trump, parce que Trump est quand même victime des médias. Elle peut aussi, de l'autre côté, je dirais, de la carte, concerner les Russes ou les Hongrois qui sont victimes de beaucoup de désinformation dans les médias occidentaux. Vous ciblez beaucoup les écoles de journalisme. Qui sont des écoles de conformisme. On leur apprend vraiment, d'abord, vous considérez comme vérité absolue ce que dit l'AFP. Or, l'AFP, elle choisit ce dont elle parle, elle choisit ce dont elle ne parle pas, elle choisit l'angle des affaires dont elle parle, et elle est capable de commettre beaucoup d'erreurs. L'AFP est pratiquement l'organe le plus titré dans les Bobards d'Or. Ça, c'est la première règle. Et puis, la deuxième règle, vraiment, on leur apprend non pas à insister sur ce qui est vrai, ce qui est faux, mais ce qui va dans le bon sens. Et on leur apprend notamment à ce qu'ils appellent être responsable. C'est-à-dire, être responsable, qu'est-ce que ça veut dire, tel qu'on l'enseigne dans les écoles de journalisme ? Ne pas parler de ce qui pourrait faire mal penser les gens, au contraire, mettre en avant ce qui peut les faire bien penser, mal penser, avec des guillemets, bien entendu. Donc, il y a le biais est intrinsèque à la démarche journalistique telle qu'elle est enseignée dans les écoles de journalisme. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de titulaires des Bobards d'Or, il y en a quand même des gens cités, il y en a plus d'une centaine, qui enseignent dans les écoles de journalisme. Là, on est servi, on est bien servi. Parce que baisse de confiance, vous évoquez justement les sondages d'opinion qui prouvent, en tout cas qui montrent, l'absence de confiance des Français à l'égard des médias. D'un autre côté, n'avez-vous pas le sentiment que le climat se tend ? Oui, je pense que le climat se tend au sein de la firme médiatique, d'abord parce qu'ils ressentent une hostilité croissante de la part de l'opinion, qu'ils ont vécu d'ailleurs de manière extrêmement concrète lors de l'affaire des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes n'ont pas hésité à s'en prendre aux médias qu'ils considéraient effectivement non pas comme des médias d'information, mais comme des médias de propagande.
Et donc je pense que les journalistes ressentent cette hostilité croissante. Et de fait, c'est une petite minorité, une petite oligarchie coupée de l'ensemble de l'opinion, mais qui vit dans l'entre-soi avec les oligarques financiers qui les payent, donc il faut qu'ils en tiennent compte, et les oligarques politiques. Et puis les grands lobbies minoritaires qui font passer leur message, que ce soit le lobby musulman, que ce soit le lobby LGBT et d'autres lobbies, qui font passer leur message à travers les médias. Donc vous dénoncez, Jean-Yves Le Gallou, quand même un système médiatique, mais n'a-t-on pas l'impression que celui-ci se craquelle? On voit Zemmour en heure de grande écoute sur CNews, Charlotte Dornelas aussi sur CNews, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, et j'en passe, Michel Onfray, etc. Après tout, n'est-ce pas une critique qui est surannée? Non, parce que ce sont des petits médias mainstream, si je peux dire. C'est-à-dire que vous avez encore des médias qui ont des audiences, des parts de marché très importantes. CNews, c'est une part de marché très, très petite, même si c'est en forte expansion. Donc l'expansion est forte, mais ça touche quand même des épifew, un petit nombre de Français. L'immense majorité des Français reste encore sous perfusion des médias mainstream et des nouveaux vecteurs de propagande qui sont inventés, par exemple, comme Brut ou comme Agip+, où il y a de nouveaux vecteurs de propagande qui s'adaptent notamment aux réseaux sociaux. Donc, et aux nouvelles générations. Et aux nouvelles générations. Donc la bataille est loin d'être terminée. Il y a un peu de ciel bleu, oui, il y a un petit peu de ciel bleu entre deux censures, parce qu'il y a aussi la censure sur les réseaux sociaux. Alors, un petit peu de ciel bleu entre deux censures, quels sont justement les conseils que vous donneriez aux militants de la Infosphère, dont vous êtes l'un des piliers, pour la décennie à venir? Eh bien, commencer à apprendre à contourner les grands réseaux sociaux, je pense notamment Facebook, qui pratique une censure de plus en plus grande. Donc, essayer de revenir à des fils d'information, comme on peut en avoir sur Telegram ou sur Signal, reprendre les chaînes de courriel. C'est des méthodes qui paraissent un peu plus anciennes, mais qui redeviennent d'actualité à partir du moment où des médias comme Facebook, notamment, c'est un peu aussi le cas sur Twitter, mais moins, des médias comme Facebook font de la censure privée, y compris sur commande politique. Quand on voit le copinage entre M. Zuckerberg et M. Macron, il y a de quoi s'inquiéter. Entre M. Zuckerberg et M. Macron, il y a de quoi s'inquiéter. Eh bien, Jean-Yves Le Gallou, ce sera le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de publier avec Polémia l'album des Bobards, 10 ans de fake news des médias. Jean-Yves Le Gallou, merci beaucoup. Bon, merci.